Je pense que nous pouvons commencer. Donc, rebonjour à toutes et à tous. Bonjour, mesdames et messieurs, chers participants et participantes. Je suis le docteur Koulibaly Norbert de l'unité de coordination du partenariat de Ouagadougou et j'ai la charge d'assurer la modération de ce webinaire et je voudrais compter sur votre participation active à toutes et à tous pour y parvenir à la satisfaction de vous tous. Le partenariat peut être défini très simplement comme une association de personnes ou d'institutions en vue de mener une action commune pour atteindre un objectif ou un résultat commun important. Donc, le partenariat offre un certain nombre d'avantages. Et en effet, la collaboration avec un ou plusieurs partenaires complémentaires permet, entre autres, de définir, de réunir toutes les ressources et les compétences nécessaires pour réaliser le projet commun. Il permet également de partager les coûts et les risques entre les partenaires, de donner un meilleur accès aux services et d'en améliorer la qualité et aussi d'obtenir des informations utiles, de nouvelles technologies et de nouvelles compétences. Et surtout, cette collaboration permet de multiplier les chances de succès. Le partenariat est donc un véritable facteur d'ouverture, d'apprentissage et de progrès. Dans le cas spécifique qui nous réunit ce matin, il s'agit de partenariat pour faire avancer les droits et la santé sexuelle et reproductive en Afrique francophone. C'est une question essentielle dans la région et en Afrique subsaharienne de façon générale. Je voudrais donc vous remercier de l'intérêt que vous portez à cette thématique et vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire. Le webinaire est prévu pour durer 1 heure de temps et se déroulera comme suit. Dans un premier temps, nous allons écouter le message de Mme Jeanette Holt de la Fondation William et Flora Hewlett. C'est une fondation qui fait beaucoup dans la région dans le domaine de la planification familiale et des droits et de la santé de la sexuelle et de la reproduction de façon générale. Après ce message, nous allons suivre ensemble successivement 4 présentations sur diverses expériences de partenariat qui ont été menées dans la région, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Bénin et au niveau régional, dans le domaine justement du thème qui nous réunit, c'est-à-dire les droits et la santé sexuelle et reproductive. À la fin de ces présentations, nous aurons 10 à 15 minutes de discussion pour aussi répondre à vos questions, partager vos commentaires et les suggestions et recommandations avant de clôturer ce webinaire. Alors, n'hésitez pas surtout à poser vos questions et à faire vos commentaires à tout moment dans la boîte de dialogue afin de nous permettre de pouvoir faire la discussion par la suite. Et sans plus tarder, je vais demander de passer le message de Jeannette. Bonjour et bienvenue à cet événement important organisé par notre bénéficiaire Engender Health. Je m'appelle Jeannette Holt et je suis chargée de programme à la Fondation William et Flora Hewlett au sein de notre équipe de l'équité reproductive globale. Je suis heureuse de faire quelques remarques alors que nous ouvrons l'événement aujourd'hui et je suis désolée de ne pouvoir être avec vous en direct aujourd'hui. Ce webinaire sur les partenariats efficaces pour la DSSR en Afrique de l'Ouest francophone est très pertinent pour notre travail à la Fondation Hewlett. Nous croyons fermement que travailler ensemble est la seule façon de répondre aux besoins des femmes et des filles. Pour cette raison, nous finançons le partenariat de Ouagadougou pour la planification familiale et maintenant le nouveau centre Audace pour l'avortement sécurisé en Afrique de l'Ouest francophone. Ces partenariats régionaux visent à créer une grande tente de toutes les parties prenantes afin d'atteindre nos objectifs communs. En allant de l'avant dans notre nouvelle stratégie de financement qui sera rendue publique dans quelques mois,
Nous nous concentrons de plus en plus sur la façon dont les partenariats sont formés. Nous soutiendrons davantage d'organisations régionales dans la DSSR et nous continuerons à promouvoir les meilleures pratiques entre les ONG internationales et les organisations communautaires, ainsi qu'entre nous-mêmes, les bailleurs de fonds et tous nos bénéficiaires. En tant que bailleurs de fonds, nous reconnaissons le pouvoir inhérent que nous détenons et visons à créer des partenariats aussi équitables que possible avec nos bénéficiaires. Pour ce faire, nous devons avoir des niveaux élevés de transparence dans notre stratégie, notre budget, notre prise de décision. Nous devons également créer des espaces pour écouter ouvertement les bénéficiaires et pour réfléchir et apprendre en tant qu'organisme de financement. Aujourd'hui, je nous appelle tous, en tant que bailleurs de fonds et exécutants de la DSSR, à nous ouvrir à de nouvelles voies de partenariat qui nous permettront de travailler ensemble de manière innovante vers nos objectifs communs. Merci beaucoup et bon événement. Diapositive, s'il vous plaît. Je voudrais présenter d'abord le docteur Zizien, qui va faire la première présentation. Elle est médecin spécialiste en santé publique, option santé de la reproduction. Elle est coordonnatrice adjointe du programme Amélioration de la santé sexuelle et reproductive à travers le renforcement du système de santé pour atteindre la couverture sanitaire universelle au ministère de la Santé du Burkina Faso. Et elle totalise 10 ans d'expérience professionnelle en tant que médecin au sein du ministère de la Santé, avec des responsabilités croissantes en tant que médecin-chef de district, puis directrice régionale de la santé. Et maintenant, elle est au niveau central depuis une année, où elle assure la coordination du secrétariat technique en charge de la marche vers la couverture sanitaire universelle. Elle est titulaire d'un doctorat en médecine à l'Université de Ouagadougou, d'un master en santé publique et d'un certificat en politique de santé à l'Institut de médecine tropicale d'Anvers, et elle est aussi doctorante à l'Université libre de Bruxelles. Donc, Dr Zizien, à vous la parole. Okay. Merci, Dr Coulibaly. Merci également à Engender Health qui m'offre cette opportunité de parler de la coordination du partenariat que nous avons avec des ONG autour d'un programme. Slide, s'il vous plaît. Oui, donc je vais échanger avec vous en quelques diapositives sur un programme que nous appelons le programme Amélioration de la santé sexuelle et reproductive à travers le renforcement du système de santé pour atteindre la couverture sanitaire universelle. Alors, c'est un programme qui est basé sur un principe d'avoir un seul plan unique, un seul budget et un seul mécanisme de rapportage, qui a un comité technique de suivi dont le superviseur principal est le ministère de la Santé. L'unité de coordination étant basée au niveau du secrétariat technique en charge de la marche vers la couverture sanitaire universelle, service dans lequel je travaille actuellement. Et vous allez le constater dans les prochaines présentations qu'il y a plusieurs parties prenantes, aussi bien un partenariat avec des ONG qu'avec des instituts de recherche, qu'avec les directions centrales et techniques au sein même du ministère de la Santé, qui est régie à travers une agence fiduciaire qui est l'ONG Pathfinder International, donc qui assure la gestion financière donc, de ce fonds, bien sûr sous le leadership du ministère de la Santé. Un financement a été acquis, en tout cas pour 3 ans, mais c'est un programme qui, en principe, basé sur la performance, devrait pouvoir s'étendre sur près de 10 ans. Nous mettons en œuvre des activités de renforcement du système de santé au sein du système national burkinabé, mais les indicateurs clés de performance sont en lien essentiellement avec la planification familiale et les soins complets d'avortement. Slide. Alors, comme je le disais tantôt, vous allez le constater à travers cette diapositive, c'est véritablement plusieurs partenaires avec lesquels nous travaillons pour la mise en œuvre de ce programme-là.
dont le rôle de coordination et de leadership, en tout cas, est vraiment donné au niveau du ministère de la Santé à travers ses directions centrales, ses directions techniques, ses directions régionales et même déconcentrées jusqu'au niveau du district sanitaire. Je vais m'appesantir sur les partenariats que nous avons avec les ONG, notamment Pathfinder International, GHPIEGO, Engender Health, avec qui nous travaillons dans 192 formations sanitaires, en tout cas pour la première année, et qui nous accompagnent dans le renforcement des compétences des prestataires, l'organisation des services de santé de qualité en termes de santé sexuelle et reproductive, bien sûr, qui nous assure et qui nous accompagne pour la disponibilité donc, des intrants, et qui nous accompagne également pour qu'on ait une complétude et une promptitude et une certaine qualité de données acceptables. Alors, nous avons d'autres ONG avec lesquelles nous travaillons, notamment Delivery Associés des Aya Collective, et l'objectif avec ces ONG, c'est de véritablement nous accompagner dans la digitalisation de la collecte et la transmission des données, la construction du tableau de bord, véritablement pour pouvoir nous amener dans une certaine performance que nous recherchons à travers. Bien sûr, vous voyez également d'autres partenariats avec l'Institut de recherche, les partenaires techniques et financiers également qui nous accompagnent, et bien sûr d'autres partenaires beaucoup plus spécifiques avec lesquels nous avons d'autres types de contrats. Diapositive, s'il vous plaît. De ce programme qui est véritablement multisectoriel, multiparties prenantes et dont le leadership est accordé au ministère de la Santé dans une vision véritablement d'alignement et d'harmonisation des activités, il y a bien sûr des avantages et des succès, parmi lesquels nous pouvons citer ce leadership qu'on veut redonner en tout cas au ministère de la Santé afin qu'il se sente qu'il y ait une appropriation des actions en termes de santé sexuelle et reproductive. Bien sûr, en comptant sur l'expertise et l'expérience des ONG qui nous accompagnent. Vous avez également l'externalisation de la gestion financière qui est aussi un nouveau, je peux le dire, un modèle de mécanisme de gestion financière assez consensuel entre les ONG avec lesquelles nous travaillons, le ministère de la Santé et bien sûr le bailleur de fonds, pour avoir une gestion la plus transparente possible, la plus, on va dire, facile, afin de permettre à toutes ces parties prenantes-là, en tout cas, de pouvoir rendre compte de façon simple dans le cadre de ce programme. Et bien sûr, à travers ces ONG avec lesquelles nous travaillons, qui comportent en leur sein des experts en matière de santé sexuelle et reproductive, on a arrivé à mettre en place une équipe de champions et d'experts qui sont à même de pouvoir nous accompagner dans le plaidoyer, dans la sensibilisation autour de ces droits sexuels et reproductifs. Diapositive. Il y a aussi un aspect assez important, c'est que le programme tel qu'il est mis en place et le partenariat qui a été créé veut travailler également dans un esprit de comblement de gap de financement, un esprit de comblement de gap d'activité à mener pour atteindre des résultats. Donc, il y a véritablement l'éviction de la duplication pour nous amener à être le plus efficient possible. Et je pourrais également insister sur, vous savez très bien que dans notre contexte, les aspects de santé sexuelle et reproductive qui ont un lien avec des questions d'avortement sont sensibles. Et donc, nous avons un partage le plus conséquent des risques et de gestion des questions en lien avec ces ONG dans le sens de sensibiliser les acteurs sur ces soins. Diapositive. Bien sûr qu'il y a, ce ne sont que quelques aspects d'avantages et de succès que nous avons énumérés, mais il y a véritablement des leçons apprises et des défis. Cela fait 1 an que nous avons mis en place ce grand programme qui prend plusieurs acteurs et dont véritablement nous sommes toujours dans un processus d'apprentissage. Comme aime bien le dit le secrétaire technique, nous sommes dans le learning by doing avec toutes les compétences que nous avons et nous essayons en tout cas de le rendre beaucoup plus fort et beaucoup plus performant. Alors, une des leçons apprises, c'est que à travers ce programme, et je pense que c'est vraiment ce qui est recherché, c'est qu'on a véritablement cet alignement et l'adhésion des partenaires autour des priorités du ministère. En essayant de redonner ce leadership à certains leaders au sein du ministère de la Santé, en travaillant de concert à travers les mécanismes de coordination, on essaie en tout cas de
redonner ce leadership-là. Et bien sûr, il a fallu s'adapter, contexte Covid-19 oblige, à pouvoir, comme on le fait actuellement, tenir des réunions, tenir des réunions de coordination à travers donc les télé-réunions. Alors, il y a un défi. Je vous parlais tantôt de la contractualisation que nous avons avec les ONG Delivery Associates, par exemple, pour nous apprendre, pour nous amener à avoir une certaine approche en ce qui concerne la performance, ce que nous appelons l'approche de livrologie. J'avoue que pour cette première année, nous ne l'avons pas véritablement expérimenté dans tout son contenu, parce que c'est un processus de performance pour tous les acteurs pour nous permettre d'atteindre les objectifs fixés par le ministère de la Santé. Donc, nous sommes dans ce processus-là, il va falloir le poursuivre. Vous avez également la difficulté de pouvoir planifier, budgétiser et rapporter de façon unique des activités d'un programme qui concernent des acteurs qui n'ont pas forcément la même façon de travailler. Et donc, on est dans ce qui a même, nous avons suscité à travers ce programme au ministère de la Santé d'implémenter d'écrire le nouveau programme, le plan national de développement sanitaire selon ce concept, un plan, un budget, un rapport, qui veut véritablement l'alignement et l'harmonisation des partenaires autour des véritables priorités du ministère. Et bien sûr, cela va nous demander d'aller dans une perspective, d'amener d'autres partenaires, d'autres ONG à véritablement adhérer à ce principe et à travers, bien sûr, cette cartographie dynamique des ressources que nous sommes en train d'accompagner et de mettre en place. Diapositive. Les recommandations seront véritablement que le ministère de la Santé, en tout cas, puisse être accompagné pour poursuivre cet aspect de coordination des actions en termes de santé sexuelle et reproductive. Et il serait vraiment très important que nous travaillions également à documenter, à communiquer sur ce type de partenariat, parce que nous pensons, je le pense personnellement, que ça peut faire tâche d'huile pour permettre également à d'autres pays de pouvoir avoir ce type de programme-là. Aux ONG, bien sûr, c'est de poursuivre donc cet appui technique avec leur expertise. Et bien sûr, à toutes les deux parties prenantes, c'est véritablement de respecter les engagements pris. Je pense que le Dr Coulibaly l'a dit, c'est un contrat, c'est un partenariat pour un objectif précis dans lequel des personnes ou des institutions s'accompagnent. Donc, il faut travailler à pouvoir respecter les engagements pris pour faciliter donc la coordination et atteindre les performances souhaitées. Une diapositive. Et donc, en principe, je pense que voilà, je suis au terme de ma présentation et je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Rita, pour cette présentation et ce partage de cette expérience assez innovative dans le sens du renforcement de ce partenariat entre le gouvernement et puis des organisations, des ONG, organisations de la société civile. C'est une question qu'on ne répétera pas assez, que c'est un élément important au niveau de chacun de nos pays pour faire en sorte que toutes les parties prenantes, que ce soit du gouvernement ou des organisations de la société civile et d'autres partenaires, puissent vraiment conjuguer leurs efforts pour atteindre les objectifs, surtout en parlant des engagements tout à l'heure, pour pouvoir atteindre ces engagements qui sont pris au niveau des pays et faire avancer justement l'agenda des droits et de la santé sexuelle et de la reproduction. Je vais maintenant passer à la deuxième présentation qui va être faite par Madame Tene Traoré. Elle est spécialiste en communication et en social media. Et elle a près de 4 années d'expérience dans le domaine de la communication et précisément en matière de marketing social. C'est un aspect important également du domaine. Elle a débuté sa carrière en tant qu'éducatrice de père éducatrice pour le compte de plusieurs projets. Et aujourd'hui, elle est lead du département de communication à l'ONG MESSI. Donc, elle va nous parler du partenariat entre une organisation internationale et un collectif d'organisations de la société civile, notamment au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, tenez à toi. Merci bien, Dr Coulibaly. Je fais l'économie de la vidéo parce que je suis dans une zone qui n'est pas très bien couverte par Internet. Du coup, si j'active la vidéo tout le long de la présentation, c'est fort probable qu'on me perde par moment. Donc,
je vais faire l'économie de la vidéo. J'espère que je suis pas en train de, de biaiser un peu la méthodologie qui a été adoptée. Non, tout à fait, c'est bon. D'accord, merci bien. Donc, j'aimerais saluer tous ceux qui nous suivent. Bien le bonjour à vous. Je suis très contente de voir qu'on a plus de 90 personnes qui nous suivent pour ce webinaire. Ça veut dire que la question des DSS intéresse beaucoup, que la partie francophone est fortement également très engagée pour une amélioration des conditions des femmes et des filles en matière de DSRC. Donc, je vais faire la présentation du collectif d'activistes de Côte d'Ivoire. Donc, c'est une plateforme qui regroupe des activistes, des militants, des militantes, des acteurs et actrices de la société civile qui vraiment sont engagés pour la promotion des droits des femmes et qui ont décidé de se mettre ensemble pour travailler à l'amélioration de la situation des droits des filles et des femmes au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, on voit que le type de partenariat que nous avons, c'est d'un côté la société civile et d'un autre côté, une organisation internationale du nom de Engender Health. Donc, le collectif est composé de 23 organisations de la société civile qui ont décidé vraiment de se mettre ensemble pour pouvoir faire évoluer la situation des filles et des femmes au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, l'objectif de ce partenariat, c'était vraiment d'accroître la synergie d'action parce qu'au niveau de la société civile, il y a tellement d'initiatives, il y a tellement d'actions qu'on n'arrive pas vraiment à capitaliser tout ce qu'on enregistre comme résultat afin de vraiment pouvoir faire bouger les lignes. Donc là, l'objectif de ce partenariat, en plus d'accroître la synergie d'action, et surtout de mieux coordonner les interventions de prévention de lutte contre les VBG, de mobiliser les acteurs et les actrices de la société civile autour d'un agenda commun, santé de la reproduction, planification familiale et violence basée sur le genre. Donc, vous voyez que c'est des thématiques qui se rejoignent à un moment donné. Donc, c'était vraiment de pouvoir réunir tout le monde autour de cet agenda commun-là afin de pouvoir éditer déjà des actions fortes, des actions communes qui vont vraiment nous envoyer vers l'amélioration des conditions des femmes et des filles. Donc, ensuite, en plus de la mobilisation, l'objectif était vraiment de renforcer la collaboration entre les activistes et les acteurs. Donc, entre nous-mêmes activistes, il y a par moment cette insuffisance dans la collaboration. Donc, ce cadre de partenariat a permis de renforcer la collaboration, déjà même de pouvoir faire une cartographie des acteurs et des actrices, ceux qui interviennent sur la thématique, et de pouvoir renforcer la collaboration autour de l'agenda. Donc, au niveau des interventions, des approches que nous avons mises sur place, il y a le mode de financement, qui est vraiment le mode de financement flexible, qui a permis vraiment de pouvoir réunir tout le monde autour de ce cadre de concertation commun afin de pouvoir implémenter les différentes actions. En plus de cela, on a pu avoir le soutien technique et l'appui financier pour l'organisation de pas mal de formations. Donc, au niveau de la société civile, il y a la question de formation prégnante est très importante pour nous. Il faut savoir se former afin de pouvoir mieux élaborer des actions précises pour pouvoir apporter des solutions précises aux problèmes précis qui a été identifié. Donc, la formation a été mise au cœur de notre approche et on a pu vraiment, avec le soutien technique et financier de Engender Health, de pouvoir diffuser plusieurs formations sur l'activité de plaidoyer de sensibilisation. Donc, je cite quelques exemples. On a la campagne des 7 jours d'activisme contre les VBG. Donc, c'est vraiment une action, c'est vraiment plusieurs activités, plusieurs actions que nous avons déclinées et nous avons vraiment réussi à pouvoir couvrir ces 7 jours d'activisme avec des activités très différentes, très, comment je vais dire ça, innovantes, qui vraiment ont pu avoir beaucoup de retours positifs au niveau de la partie nationale et au niveau même des acteurs entre nous-mêmes. Donc, on a réussi vraiment à pouvoir enregistrer des résultats très positifs autour des 7 jours d'activisme. À la suite de cela, on a la Journée internationale des droits de la femme. Donc, on a réussi à faire des actions très pertinentes autour de cette journée importante. Et il y a l'appel à l'action COVID, DSSR, planification familiale. Donc, avec la grosse crise que traverse le monde actuellement, on a vu que les questions de DSSR étaient un peu
relégué au second plan, mais on a tout de suite vu l'importance de continuer les activités, de continuer l'offre de services. Et pour cela, il fallait interpeller les parties nationales de ce que la question des DSSN ne devait pas être reléguée au second plan parce qu'il y a une urgence. La question de la santé de la reproduction est une urgence aussi et elle doit être traitée au même niveau que la COVID. Donc, l'appel à l'action vraiment a permis de pouvoir interpeller de façon significative les décideurs sur la question des DSSM. Slide. Donc, en ce qui concerne les avantages de cette expérience entre nous et Engender Health, quand je parle de nous, je parle bien sûr du collectif d'activistes du Côte d'Ivoire. Et on a réussi vraiment à renforcer la synergie d'action, donc l'organisation conjointe des rencontres. Donc, comme je l'ai dit tantôt, on a vraiment réussi à dresser une cartographie des acteurs et des actrices. Donc, au niveau de l'écosystème, on sait plus ou moins les actions de chaque organisation et on a réussi vraiment à pouvoir avoir un calendrier de rencontres. Les rencontres, c'est vrai que les agendas sont assez chargés, mais on a réussi à éditer de façon conjointe, consensuelle, un calendrier qui nous permet de nous retrouver, de discuter, d'échanger, de se former et surtout dans le traitement des cas de violation des DSSC. Donc, on a une sorte d'alerte quand il y a un problème, quand il y a un manquement, tout de suite, on est alerté et on arrive vraiment avec ce cadre de concertation à pouvoir vraiment rapidement réfléchir et agir par rapport à la situation pour laquelle on a été interpellé. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'assez positif et nous avons vraiment voulu vous le présenter comme avantage grâce à ce partenariat que nous avons avec Engender Health. À la suite, on a la mutualisation des ressources. Donc, quand on parle de mutualisation des ressources, c'est vraiment à tous les plans, les ressources matérielles, les ressources techniques, les ressources humaines. On a vraiment réussi à pouvoir mutualiser toutes ces ressources-là qui sont en sorte une richesse qui nous permettent de pouvoir être efficaces sur le terrain, d'être proactifs, d'être très présents dans l'écosystème. Et ça permet vraiment de prendre en charge de façon efficace les différents cas de VBG qui nous sont signalés. Et cela, c'est vraiment grâce à ce partenariat. On a aussi le partage d'expérience, comme dans le cas de ce webinaire, où on arrive vraiment à présenter notre expérience au niveau de la Côte d'Ivoire en tant que collectif d'activistes du Côte d'Ivoire. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez important pour nous de présenter notre initiative. Donc, le partage d'expérience est super intéressant. Donc, on le fait en interne également avec avec les autres acteurs qui ont beaucoup plus d'expérience, qui ont beaucoup plus de vécu, qui ont beaucoup plus d'action. Donc, on arrive vraiment à se partager. Donc, on s'inspire les uns des autres pour pouvoir vraiment rendre fort notre action au niveau national. On a aussi les pratiques, les bonnes pratiques qui sont partagées, les outils également. Donc, en termes d'outils, par exemple, comment rapidement faire un plan d'action, les outils de rapportage d'activités. Donc, c'est des choses comme ça que nous partageons au niveau de notre collectif pour vraiment rendre tous les acteurs et les actrices vraiment efficaces et très promptes et très percutants sur le terrain. Le renforcement de la crédibilité des actions auprès des parties prenantes. Donc, on a nos interlocuteurs qui sont le ministère de la Santé, le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, le ministère également de la Justice. On a réussi vraiment à avoir une crédibilité, une touche, on va dire, on se dirait ISO au niveau de ces interlocuteurs premiers-là, au niveau de ces interlocuteurs premiers-là, grâce aux actions que nous faisons et surtout grâce au fait que nous soyons mis ensemble. Voilà, que nous avons vraiment réussi à formaliser notre collectif et ça donne un cachet aux actions que nous entreprenons, ça donne un cachet aux initiatives, aux plaidoyers que nous entreprenons. On a aussi eu une bonne mobilisation des partenaires depuis 2020, novembre 2020. On a une bonne mobilisation des partenaires parce que là, on est vraiment mis ensemble. On arrive à nous retrouver. Quand on parle de telle action, de telle initiative, on sait tout de suite comment mobiliser les partenaires autour pour pouvoir avoir aussi bien des fonds financiers, des fonds techniques, des appuis matériels pour vraiment pouvoir faire nos actions. On a une bonne perspective de collaboration avec les institutions de l'ambassade de France et du Canada. Donc, voilà un peu en ce qui concerne les avantages que je vous l'ai dit. Slide. Slide.
D'accord. Donc, en ce qui concerne les défis, c'est vrai qu'on a réussi vraiment à présenter des avantages, mais tout n'est pas rose parce qu'on sait que quand on est ensemble, il y a forcément quelques petits obstacles qui se dressent sur le chemin. Donc, on partage avec vous les quelques obstacles, défis que nous avons pu relever. Donc, au niveau du premier défi, on a vraiment la gouvernance. Donc, comment instaurer une meilleure confiance et un partage équilibré des pouvoirs pour ne pas qu'on soit phagocyté avec l'autre partenaire qui est un gros morceau géant. Donc, c'est vraiment arriver à avoir une bonne gouvernance, arriver vraiment de façon équilibrée à partager les pouvoirs de chaque partie pour ne pas que, comme je l'ai dit, on soit phagocyté. Donc, l'autre défi, c'est vraiment les conflits internes et les guerres de leadership au sein des organisations. Donc, c'est plusieurs organisations, c'est plusieurs entités. Donc, on vient avec plusieurs modes de fonctionnement, avec plusieurs leaders. Donc, par moment, les questions de conflit, les questions de leadership peuvent se présenter. Et ça, c'est vraiment à nous de pouvoir trouver des pistes, de pouvoir gérer et limiter au mieux ces problèmes de leadership, ces problèmes de conflit en interne. Donc, l'autre élément, c'est vraiment le mécanisme de mobilisation des ressources. Ces mécanismes peuvent être à la fois un avantage, mais ça peut aussi fragiliser le collectif parce que une organisation peut juste dire qu'on a besoin seulement d'une seule organisation avec laquelle nous souhaitons travailler, alors que l'organisation est répertoriée dans le collectif. Est-ce que l'organisation doit sortir pour répondre à l'appel ou doit rester? Donc, ces questions-là sont quand même difficiles à traiter et nous l'exposons en termes de défis et travaillons à vraiment trouver une piste de solution pour pouvoir arriver à gérer ces cas de problèmes-là qui, en lieu de fragiliser, doit être, je vais dire, une force, un atout pour l'agrandissement de notre collectif. Et l'autre élément, c'est vraiment le renforcement de la collaboration entre les activistes VBG et les acteurs SRPF. Voilà. Donc, par moment, on a une fragilité dans la collaboration. Donc, on travaille vraiment à renforcer cette collaboration parce qu'on est vraiment dans une sorte de complémentarité dans les actions que nous déployons sur le terrain. Slide. On en revient aux recommandations. Donc, après les défis, on a quelques recommandations pour vraiment pouvoir à maintenir la vie de notre collectif, à le voir grandir davantage, surtout avec le partenariat qu'on a réussi vraiment à tisser avec Engender Health. Donc, en termes de recommandations, il faut vraiment promouvoir les mécanismes de financement flexibles qui favorisent le partenariat donc, entre États, entre parties nationales et d'autres bailleurs, bien évidemment. Il faut aussi privilégier les partenariats flexibles qui sont adaptés au contexte et surtout aux réalités des petites organisations parce que au niveau du collectif des activistes de Côte d'Ivoire, on a vraiment un éventail des acteurs et des activistes qui travaillent sur la thématique des VBG, des DSRCR, des droits humains en gros. Et donc, on a pratiquement tous les profils. On a des profils de grosse taille, on a des Alors, Madame Téné Traoré? Alors, nous avons, il y a Madame Téné Traoré a été, on l'a perdu, déconnectée. Donc, alors, elle était à la fin sur les recommandations que vous pouvez apercevoir sur l'écran. Je suggère que nous puissions continuer, vu le temps qui nous reste, en passant à la troisième présentation. Diapo, s'il vous plaît. Alors, je voudrais présenter... je ne sais pas si on me reçoit. Oui, Madame Traoré. Là, on ne vous reçoit plus, donc nous passons à la présentation qui va être faite par Géraldine.
qui est activiste engagé depuis le jeune âge pour les droits en santé sexuelle et OK. reproductive. On me reçoit? Les adolescents, oui. Madame Traoré? Oui. Oui. Là, on ne vous Oui. recevait pas, donc on est passé à la troisième présentation, étant donné que vous étiez déjà sur les recommandations. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation et nous allons y revenir certainement au moment de la discussion. Entre-temps, vous avez perdu la connexion. D'accord, je Merci m'excuse vraiment. Oui. Donc, je reste disponible pour les échanges. J'espère que les échanges seront très fructueux, donc je reste disponible pour tout type de questions. Désolée vraiment pour OK. les 2 points que je n'ai pas pu développer. Merci beaucoup. Alors, donc, Géraldine, je te laisse la parole pour la présentation de cette expérience avec des partenariats avec les jeunes volontaires pour la santé au niveau du Bénin. À toi. Géraldine. Je suis là, merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Je suis vraiment heureuse de me retrouver avec vous pour partager notre expérience, l'expérience que nous avons eue en tant qu'association de jeunes béninois, avec une association internationale, l'association internationale qui est Engender Health. Alors, Jeunes volontaires pour la santé est une association de jeunes béninois âgés de 15 à 35 ans, œuvrant pour la jouissance des nécessaires, l'équité genre, l'autonomisation des femmes et des filles, et nous faisons également de la recherche-action. Nous travaillons avec les populations urbaines et rurales. Voilà. Pour ce qui concerne la collaboration, le partenariat que nous avons eu avec Engender Health, il s'est agi d'une collaboration entre organisations locales de jeunes et organisations internationales. Ça avait pour objectif de renforcer la participation significative des jeunes dans les interventions des CRPF, parce que nous remarquons que généralement, les associations internationales ou les organisations nationales qui ont quand même une certaine envergure ont compris depuis un moment que pour régler le problème lié au non-respect des nécessaires, il fallait aussi impliquer les jeunes qui sont la cible. Il fallait travailler avec les jeunes qui sont la cible principale de cette thématique-là. Et c'est ce que Engender Health a fait. Ils nous ont permis de nous impliquer nous-mêmes, d'identifier nos besoins, d'identifier les actions que nous pourrons mener pour pouvoir atteindre les objectifs qu'on s'était fixés et tout. Et c'est ce qui a été fait. Après, nous avons pu promouvoir les effectivités des nécessaires en faveur des filles et des femmes à travers la campagne My Choice. La campagne My Choice est une campagne qui avait pour but de promouvoir l'accès aux informations et services des CCRPF en faveur des femmes et des filles surtout, et de lutter contre les avortements clandestins. Nous avons identifié les actions à mener. Nous avons jugé utile de diffuser des messages pour sensibiliser les autres jeunes sur la question liée aux avortements clandestins et aussi aux méthodes de contraception, l'utilité des méthodes de contraception. Nous avons également conçu une bande dessinée parce que nous avons pu identifier que c'est un canal par lequel nous pouvons communiquer efficacement avec les jeunes comme nous. Donc, les approches qui ont été utilisées dans ce type de partenariat étaient assez innovantes. C'était un financement assez flexible, très flexible. Ça ne nous a pas nécessité beaucoup de paperasse. Nous n'avons pas eu à faire ce qui se fait d'habitude avec les organisations internationales qui, lorsqu'elles font des appels à candidature à projet, nous exigent beaucoup de choses que nous n'avons pas forcément, étant une association de jeunes qui n'a pas forcément tous les documents administratifs et tout. Ce financement n'a pas nécessité toute cette paperasse, tout ça. Également, nous avons identifié nous-mêmes, comme je le disais un peu plus haut, les actions prioritaires qui pourraient nous permettre d'atteindre nos objectifs en ce qui concerne la campagne My Choice, qui avait pour but de promouvoir, comme je le disais, les services et infos nécessaires aux jeunes. Ensuite, nous avons eu
une formation, un appui technique de la part de Engender Health qui a formé notre équipe, qui a formé nos membres, qui nous a outillés pour qu'on puisse mener à bien notre campagne, puisque nous étions nous-mêmes au cœur de l'action et nous avons mis en œuvre l'activité, la campagne, nous avons fait le suivi nous-mêmes et nous avons fait les rapportages. Donc, nous étions vraiment au cœur des actions qui ont été menées et c'est ce qui a fait que ce partenariat était assez innovant. Slide, s'il vous plaît. Alors, les avantages que nous pourrons noter ici, c'est que les jeunes ont effectivement participé de façon significative aux actions, de l'élaboration jusqu'à la mise en œuvre en passant et le rapportage. Ce sont nous-mêmes, nos membres, nous-mêmes qui avons été au cœur de l'action. Nous avons mené les activités, nous avons élaboré, nous avons fait le suivi, nous avons fait le rapportage et Engender Health nous a apporté l'appui technique qu'il fallait et l'appui financier également. Aussi, le financement est flexible, ça nous a donné une autonomie. Nous avons pu gérer la campagne convenablement sans avoir à faire tout le temps des allers-retours, sans avoir à attendre des directives de la part de Engender Health. Elle nous a vraiment hissé au même niveau qu'elle. Elle nous a prise un peu comme si nous étions une association d'une grande envergure, alors que nous n'étions qu'une association de jeunes. Et ça nous a permis d'avoir une certaine autonomie. Ce n'est pas un peu comme les autres associations internationales ou nationales qui ont une certaine carrure, qui déjà prévoient des actions, des activités et nous mettre dessus comme juste des participants, un peu comme des figurants, des exécuteurs et tout. Le financement a été vraiment très favorable pour nous donner une certaine autonomie. Et nous avons nous-mêmes choisi les actions, ce qui a permis que les jeunes de notre association et d'autres jeunes qui nous ont aidés dans la mise en œuvre de cette activité s'impliquent réellement et convenablement et œuvrer pour la réussite de la campagne. Slide, s'il vous plaît. Alors, comme toute chose... Une minute encore, Géraldine. Oui, je vais y aller très vite. Ce partenariat était par contre informel, il n'y a pas eu de contrat. C'est vrai qu'il y a eu un accord global de partenariat, mais il n'y a pas eu de contrat écrit qui nous donne nos avantages et ce dont nous aurons pu... ce qu'un contrat aurait pu faire. Et n'avons pas pu avoir une attestation de bonne fin d'exécution et donc on ne pouvait pas faire valoir convenablement cette expérience que nous avons eue avec eux auprès d'autres bailleurs. Aussi, les coûts indirects en ce qui concerne la gestion des ressources humaines, le fonctionnement, rien n'a été pris en charge et c'était très ponctuel comme partenariat. Ça ne nous a pas permis de pouvoir continuer peut-être une collaboration, peut-être une certaine durée, 1 an ou 2, non. C'était quelque chose de très ponctuel et c'était juste dans le cadre de la campagne My Choice. Voilà. Slide, s'il vous plaît. Alors, comme recommandation, nous voudrions que les bailleurs et les partenaires, les organisations internationales promeuvent ce type de financement qui pourront vraiment mettre les jeunes, qui pourront nous mettre, nous, associations de jeunes, au cœur des actions, qui pourront nous permettre d'identifier nous-mêmes les problèmes que nous rencontrons dans nos différents pays, qui pourront nous permettre d'identifier les actions à mener pour pouvoir régler ces problèmes-là et mettre en œuvre et identifier nos besoins également. Aussi, il y a que la plupart des financements qui viennent à nous et qui nous sont offerts sont des financements qui ne tiennent pas compte de notre statut d'association de jeunes, de jeunes associations qui n'a pas forcément tous les documents administratifs pour pouvoir postuler, candidater. Donc, nous avons généralement un très faible développement institutionnel et il serait bien que les associations internationales, les organisations internationales tiennent compte de notre
statut. Et également, il faudrait que ces associations mettent en place des financements qui peuvent être pérennisés, qui pourraient nous permettre de mener des actions sur le long terme, que ce soit des financements qui pourraient nous permettre de développer également notre statut d'organisation de jeunes, très jeunes, qui n'a pas vraiment beaucoup de moyens, qui n'a pas beaucoup de ressources et qui pourrait nous permettre de nous développer au plan institutionnel et organisationnel. Je vous remercie. Merci Géraldine pour la brillante présentation de cette expérience de partenariat en faveur d'une organisation, un collectif d'organisation de la jeunesse au Bénin. Oui. Je pense que comme tu as eu à le présenter, vraiment ça a permis de réaliser une campagne inédite qui a permis d'atteindre des résultats assez percutants, j'allais dire. Voilà, merci bien. Alors, nous allons passer rapidement à la toute dernière présentation. Et pour cela, je voudrais vous présenter très brièvement un collègue. Il est de l'unité de coordination du partenariat de Ouagadougou, M. Daoudou Idrissou, qui est notre chargé de liaison avec le Bénin, le Togo et la Côte d'Ivoire. Il a plus d'une dizaine d'années de travail dans le domaine de la planification familiale et la santé de la reproduction de façon générale, avec un focus sur les volets suivi et évaluation. Donc, Daoud va nous parler d'un tout autre niveau de partenariat. Lorsqu'on a discuté dans la préparation, on s'est dit que c'était important qu'on puisse vous donner un aperçu sur le partenariat de Ouagadougou qui est à un niveau régional. Ce qui a été présenté tout à l'heure, vous avez vu que bien que ça agit au niveau d'un pays, ça a aussi une dimension régionale avec vu l'envergure des différentes parties prenantes. Donc, c'est également cette expérience qu'on voulait vous présenter. Daoudou, à toi. Merci beaucoup, Dr Norbert, pour l'introduction. Et merci également aux organisateurs qui nous donnent l'opportunité donc de faire cette petite présentation sur le partenariat de Ouagadougou, qui, contrairement aux différents partenariats qui sont présentés, est un partenariat régional. Diapo, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Le partenariat de Ouagadougou est né à la suite de la conférence de Ouagadougou en février 2011. Et le principal objectif en son temps était de repositionner la planification familiale dans les 9 pays de l'Afrique de l'Ouest francophone. Alors, le premier objectif donc était d'atteindre 1 million d'utilisatrices additionnelles de planification familiale. Et ensuite, il y avait un deuxième objectif à partir donc de 2016 à 2020, où une fois que la planification familiale a été repositionnée, il fallait maintenant mettre l'accent sur les différents leviers pour accélérer, que nous avons appelé donc la phase d'accélération pour atteindre 2,2 millions d'utilisateurs additionnels. Donc aujourd'hui, le partenariat est dans sa 3e phase et l'objectif 2030 qui s'aligne sur les différents agendas régionaux est donc d'aller vers plus de 13 millions d'utilisateurs additionnels pour les 10 prochaines années. Diapo, s'il vous plaît. Alors, le partenariat de Ouagadougou, comme je l'ai dit tantôt, c'est 9 pays de l'Afrique francophone. C'est les donateurs, c'est l'ensemble des acteurs de la société civile qui se sont organisés en coalition. C'est les jeunes qui constituent une des priorités également de ce partenariat. C'est les parlementaires, c'est les différents types de collectivités territoriales, les maires, les élus locaux, et c'est le secteur privé. Donc, c'est l'ensemble de toutes ces parties prenantes-là qui forment ce partenariat de Ouagadougou. Diapo, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que nous avons eu comme succès durant ces 10 dernières années? Et le partenariat a permis donc de recruter 3,8 millions d'utilisatrices additionnelles de planification familiale. Et vous voyez la conséquence de cette augmentation et son impact donc, sur les différents éléments en termes de grossesse non désirée
en termes également d'avortement à risque évité et en termes de décès maternel. Mais au-delà de ces chiffres, il faut dire également que le partenariat, comme je l'ai dit, a permis de repositionner la planification familiale dans la région, a permis également d'inscrire la planification familiale dans les différents agendas de développement au niveau des pays de la sous-région. Et le partenariat également en termes de succès a permis d'organiser non seulement les jeunes, la société civile, mais également d'amener les bailleurs et les partenaires de mise en œuvre à s'aligner donc sur les priorités des pays. Et enfin, entre les pays, le partenariat a également eu comme succès le partage d'expériences, les bonnes pratiques qui se font ici et là pour permettre donc à tous les pays d'être au même diapason pour pouvoir atteindre donc les objectifs que le partenariat s'est fixé. Diapositive, s'il vous plaît. En termes de leçons apprises, nous avons compris que d'année en année, les besoins sont en augmentation importante, que ce soit les besoins en termes de ressources financières pour la mise en œuvre donc, des programmes du partenariat. Également, les leçons apprises, nous avons compris également que l'alignement du financement de la SRPF permet donc d'avoir des résultats tangibles et permet de ne pas dupliquer les efforts, de pouvoir identifier les gaps de financement pour pouvoir contribuer à l'atteinte donc des résultats. Et les changements des normes sociales également défavorables constituent toujours un frein à l'atteinte des résultats de ce partenariat. L'équité dont la discussion commence par voir le jour en termes donc de couverture sanitaire universelle, l'implication ou son intégration donc dans la volée SRPF constitue également un élément important pour atteindre donc les résultats. Il faut parler également des données. Vous savez, pour pouvoir évaluer le résultat du partenariat, il faut les données. Nous avons beaucoup plus les données quantitatives et nous pensons que l'accent sera mis également sur les données qualitatives pour pouvoir évaluer de façon exhaustive donc, et orienter les stratégies. Et l'adaptation au changement, aujourd'hui, la région est traversée donc, par les différentes crises sanitaires et humanitaires. Et nous devons également aligner donc, le partenariat en prenant en compte donc, ces situations que les pays traversent en ce moment. Diapo, s'il vous plaît. Alors, la perspective pour le partenariat de Ouagadougou, comme je l'ai dit, pour les 10 prochaines années, c'est de pouvoir recruter 30 millions d'utilisatrices additionnelles de méthodes contraceptives. Et cela ne peut se faire que par le passage et la mise à l'échelle de différentes pratiques à haut impact. Durant les 10 dernières années, nous avons développé beaucoup de pratiques à haut impact qui sont tous certains à des phases pilotes, tels que par exemple cet exemple de partenariat qui est en cours de développement dans beaucoup de pays dont les présentations sont faites. Donc l'objectif, c'est de pouvoir passer à l'échelle l'ensemble donc de ces initiatives à haut impact pour pouvoir booster les résultats. C'est de pouvoir mettre également l'accent sur les jeunes. C'est pourquoi je me félicite donc de la dernière présentation que la collègue du Bénin vient de faire. Les jeunes, c'est le moteur du développement et nous savons que la région abrite plus de jeunes. Et pour le partenariat de Ouagadougou, donc les jeunes constituent une priorité pour les 10 prochaines années. Et pour ce faire, il y a une stratégie jeune qui est développée, qui sera mise en œuvre par les jeunes pour pouvoir atteindre donc les résultats escomptés. Nous avons également l'ambition de renforcer le volet changement social et comportemental. Nous avons vu que les normes sociales constituent toujours un frein et qui impactent donc négativement sur l'atteinte des résultats. Donc, le partenariat mettra l'accent sur les 10 prochaines années sur le changement de normes sociales pour pouvoir améliorer donc les résultats. La société civile, nous avons vu la composition du partenariat, les bailleurs, les jeunes, la société civile. Et nous connaissons la force de la société civile dans
dans l'intervention en matière donc, de plaidoyer, de mise en œuvre des interventions. Et donc, le renforcement de la société civile va continuer et une nouvelle stratégie spécifique en cours pour la société civile est en cours d'élaboration qui va permettre donc de pouvoir orienter la société civile pour leur permettre donc de contribuer efficacement à ce partenariat. Enfin, la recherche, nous savons que nous devons tenir compte des évidences pour pouvoir avancer. Et donc, la recherche constituera également un des axes prioritaires pour le futur du partenariat de Ouagadougou, pour pouvoir mettre en corrélation donc, les chercheurs et les acteurs de prise de décision. Donc, c'est pour pouvoir permettre donc, à ceux qui prennent des décisions de se baser donc, sur des évidences et des résultats donc, issus des recherches. Donc, nous allons essayer donc, durant les années à venir d'avoir un agenda de recherche également pour le partenariat qui va permettre donc, de pouvoir développer des évidences pour orienter donc, les interventions et l'élaboration des différents plans stratégiques. Diapo, s'il vous plaît. Alors, en termes de recommandations, c'est de poursuivre donc, le renforcement significatif de l'engagement des gouvernements et de la société civile. Nous avons vu qu'à travers ce partenariat, les gouvernements se sont significativement impliqués dans la planification familiale, dans la mobilisation des ressources domestiques, c'est de pouvoir renforcer et poursuivre donc cette implication. Ensuite, c'est d'amener les pays à redoubler beaucoup d'efforts pour le passage à l'échelle donc des bonnes pratiques ou des pratiques à haut impact, qui sont des pratiques qui permettent donc d'avoir plus de résultats et qui sont des pratiques qui sont reconnues pour pouvoir contribuer efficacement à l'atteinte donc des résultats. C'est également de continuer l'apprentissage mutuel. L'un des objectifs de ce partenariat, comme je l'ai dit tantôt, c'est le partage d'expériences. Ce qui se fait mieux ailleurs, les pays se communiquent mutuellement, échangent ces bonnes pratiques pour pouvoir les implémenter en tenant compte bien évidemment des contextes spécifiques à chaque pays. Donc, c'est de pouvoir renforcer donc, cette initiative de partage d'expérience qui constitue également une intervention très, très efficace pour le partenariat. Enfin, c'est de réfléchir comment élargir donc, ce partenariat à d'autres secteurs et de pouvoir mobiliser plus de ressources pour atteindre les objectifs que le partenariat s'est assigné pour les 10 prochaines années. Voilà les quelques recommandations. Diapositive, s'il vous plaît. OK, merci beaucoup. Donc, voilà de façon succincte la présentation que nous avons voulu faire donc, du partenariat de Ouagadougou. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter le site du partenariat de Ouagadougou où vous aurez suffisamment d'informations sur ce partenariat. Merci beaucoup, Dr Norbert, à vous. Merci, Daoudou, pour cette présentation. Je voudrais dire merci à nos 4 présentateurs, présentatrices qui ont partagé avec nous tour à tour des expériences assez concluantes, assez inédites de partenariat à l'intérieur des pays, mais au niveau régional aussi, pour adresser la question cruciale des droits et de la santé sexuelle et reproductive. C'est une question omniprésente, c'est une question d'actualité dans notre région, surtout dans toute l'Afrique subsaharienne, pour faire en sorte que les populations, d'où quel que soit le niveau et le lieu de résidence, puissent vraiment avoir accès à des services de qualité, des services de santé essentiels, des services de santé de la reproduction. Et nous avons vu un peu les différentes initiatives de partenariats qui ont été développés pour répondre à des questions spécifiques. Un exemple de partenariat gouvernement-organisation de la société civile qui a permis effectivement de construire un pont pour renforcer ce partenariat et donner plus de visibilité et plus d'efficacité, mais aussi plus d'efficience pour adresser certaines questions de santé sexuelle et de reproductive au Burkina Faso. Nous avons vu le partenariat entre Engender Health et le collectif d'organisation de la société civile
au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous avons vu également un partenariat très dynamique avec les jeunes au niveau du Bénin et nous venons de partager quelques éléments par rapport à notre partenariat commun qui est le partenariat de Ouagadougou, dont la nouvelle stratégie 2021 et 2030 vous a été déclinée de façon succincte. Je vais demander l'intelligence des participants pour permettre quand même de répondre à quelques questions très pertinentes qui ont été posées par les participants, bien que nous ayons déjà dépassé un peu l'heure impartie. Cela aussi est dû un peu aux contingences liées, aux aléas liés à la technologie. Alors, une des questions qui a été posée à Dr Zizien, c'est la question de l'implication de la société, disons, de secteur privé. La question est la suivante. Dans le multipartenariat, on constate que le secteur privé est un focus des interventions avec l'appui de certaines des ONG, comme Maristop International, ABBF, ainsi de suite. Cependant, la prise en compte du secteur privé pose encore quelques défis. Alors, la question, quelles sont les stratégies qu'on peut envisager ou mises en œuvre pour faire face à cette question? Il parle surtout de la question de la redevabilité, le suivi, supervision, rapportage, collecte des données. Donc, en quelque sorte, c'est l'implication du secteur privé dans ce type de partenariat multiple. Docteur Zizien? Oui, merci, Dr Coulibaly. Pour répondre à sa question, je dirais tout d'abord que quand on élaborait en tout cas le proposal du programme, le premier objectif était véritablement de beaucoup plus capaciter le secteur public, où on se dit qu'on a plus de personnes, plus de demandeurs de soins qui doivent y accéder. Le secteur privé étant dans notre contexte beaucoup plus axé au niveau des grandes villes où bon, on a quand même pas mal d'actions. Donc l'idée au départ en tout cas de ce programme, c'était de vraiment mettre plus l'accent sur le secteur public. Mais je l'avoue qu'au fur et à mesure que nous avons commencé les discussions et les échanges, on s'est rendu compte qu'effectivement, même dans ces grandes villes où on pense que les choses se passent assez bien, il y a quand même un grand besoin de prendre en compte effectivement le secteur privé. C'est dans ce sens-là, aussi avec les discussions avec le partenaire, que nous avons voulu impliquer et coordonner et suivre également les activités menées par des ONG telles que MSI, ABBF et Éducaté, qui ont cette expérience, je peux le dire aussi, de travailler quand même avec le secteur privé au niveau du Burkina. Maintenant, en tant que programme, un des aspects importants, c'est que le programme travaille sur le renforcement du système de santé pour améliorer les indicateurs de santé sexuelle et reproductive. Donc, l'option qui se présente à nous, c'est de renforcer ce qui déjà existe au niveau de notre sein. Donc, au niveau du ministère de la Santé, vous avez la direction qui a en charge les formations sanitaires privées. La discussion sera de voir dans quelle mesure on peut s'accorder avec cette direction pour voir déjà ce qui est fait, ce qui est faisable, et pouvoir donc renforcer cette direction pour avoir un œil sur ce que le secteur privé fait et améliorer donc cette redevabilité. Nous avons déjà commencé le processus avec la direction de la qualité des soins et de la sécurité aux patients pour également, parce qu'on est dans un processus de certification des formations sanitaires au niveau du Burkina, on a déjà accompagné pour que dans ces grilles de revue de la qualité des soins, ils prennent en compte les indicateurs de santé sexuelle et reproductive, dont la PF et les soins complets d'avortement. Et donc, l'idée serait également d'accompagner cette direction qui va dans toutes les formations sanitaires, y compris le privé, pour véritablement aussi s'assurer de ce qui se passe en termes de qualité des soins. Donc, c'est l'option que nous sommes en train d'entrevoir dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme. Et bien sûr, s'il y a d'autres suggestions, comme je l'ai dit, c'est un processus d'apprentissage qu'on peut également nous donner comme idée pour encore plus impliquer ce privé-là dans la recherche donc, des résultats. Merci. Merci, Dr Zizien, pour ces éclaircissements. Alors, une autre question qui est posée à
Madame Traoré, tenez. Oui, Alors, docteur Kibali, je suis là. il y a une question, mais plusieurs questions à l'intérieur. Comment est-ce que Engender Health a pu mobiliser ces organisations de la société civile? Est-ce que les 23 organisations étaient déjà en collectif? Comment se fait la mise en œuvre des activités au niveau du collectif? Est-ce une addition des actions ou bien une mise en œuvre conjointe des activités? Bon, c'est un paquet d'activités, de questions. Je pense que vous pouvez répondre en une pour donner davantage d'éclaircissement aux participants. À vous. D'accord. Merci bien, docteur, pour les questions. Merci également aux participants et participantes qui démontrent beaucoup d'intérêt à ce webinaire à travers ce lot de questions. Alors, en ce qui concerne la mobilisation de ces organisations, il faut dire qu'on n'était pas en collectif. Chacun évoluait dans son créneau, dans son couloir entre griffes, comme on le dit. Et là où le besoin s'est fait sentir, c'est qu'au niveau des dates clés telles que la Journée internationale des droits des femmes, la Journée des droits de la petite fille, la Journée de l'éducation, on a senti beaucoup de sollicitations au niveau de Engender Health. Engender Health était vraiment beaucoup sollicité pour accompagner toutes ces organisations de façon séparée dans la mise en œuvre de leurs activités. Donc, je pense qu'au niveau de Engender Health, qui est vraiment très présent, qui accompagne vraiment les organisations en termes d'appui technique comme financier, a vu tout de suite qu'il y avait vraiment une possibilité de pouvoir rassembler toutes ces organisations afin de pouvoir avoir une bonne synergie d'action, bien coordonner les initiatives et surtout pouvoir avoir un bon résultat au niveau de différentes thématiques qui sont abordées par ces organisations. Parce que, en réalité, ces organisations traitaient plus ou moins des mêmes sujets, des mêmes thématiques. Donc, je pense que le besoin s'est fait sentir là au niveau de Engender Health par rapport aux sollicitations, aux nombreuses sollicitations auxquelles ils ont dû faire face. Donc, vu que le besoin s'est fait sentir, donc Engender a capté l'opportunité, a saisi l'opportunité et a initié une rencontre déjà pour essayer de se rencontrer et puis essayer de voir comment est-ce qu'on se met ensemble pour pouvoir aller plus loin et pour enregistrer des résultats plus importants, plus impactants. Donc, c'est comme ça que les actions, les choses ont débuté. Et puis après, nous, en tant qu'organisation de la société civile, on a vu qu'effectivement, il y a besoin de se mettre ensemble, il y a besoin de mutualiser les efforts, il y a besoin de réfléchir, de penser ensemble pour vraiment faire évoluer la condition des femmes et des filles au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, on n'était pas deux gens ensemble. L'idée s'est faite là et on a vraiment, l'esprit a été un et tout de suite, les choses se sont mises en place très rapidement et on a réussi vraiment à pouvoir formaliser ce collectif-là, à pouvoir vraiment établir la carte des intervenants, des intervenantes. Et aujourd'hui, on a le collectif des activistes du Côte d'Ivoire qui a le collectif premier interlocuteur, premier des questions de VBG, du SCPF au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, comment se fait la mise en œuvre des activités? Donc, au niveau des activités, il faut dire qu'on a élaboré ensemble le plan de travail. Donc, indépendamment de nos organisations, on a travaillé sur un plan de travail commun qui vraiment rassemble toutes les thématiques, tous les aspects que chaque organisation développe en son sein pour vraiment le transcrire dans un seul corps, dans un seul plan d'action. Donc, on a élaboré le plan de travail ensemble, on a identifié les activités ensemble et la mise en œuvre des activités se fait ensemble. Bien sûr, pour vraiment faciliter les choses, on désigne des leads, mais on est vraiment dans une approche d'alternance où les leads sont vraiment tournants. Le lead est vraiment tournant et on arrive vraiment à enregistrer une transparence dans la gestion des activités, une implication totale de tous les acteurs et un résultat très important. Donc, je peux citer la dernière activité à laquelle on a pris part, c'était par rapport au forum, en prélude au forum égalité. Il y avait le village associatif qui a été organisé par, je crois, l'ambassade de France.
Et là, on a saisi l'opportunité de vraiment être présent à cette activité-là, de présenter un peu le collectif, de présenter un peu les actions que nous faisons. Donc, on a réfléchi tout de suite à ce qu'on pourrait faire comme activité, identifier ensemble un lead selon, bien sûr, la disponibilité de chaque organisation. Et puis, on a réussi à avoir un stand qui a été animé par Actuel de Bad Day. Et on a eu autour les autres participants, les autres acteurs qui étaient bien sûr présents ce jour-là pour pouvoir animer ce stand-là. Donc, voilà un peu comment les choses se font au niveau du collectif pour la mise en œuvre d'activités. En termes d'activités, on a vraiment une floraison d'activités. C'est vraiment tout part du plan d'action, tout part également des thématiques, tout part également de comment est-ce qu'on veut se positionner, de quel type de message qu'on souhaite envoyer. Donc, si je m'appuie pour le dernier plan d'action, en ce qui concerne, par exemple, pour les 16 jours d'activisme, on a eu vraiment beaucoup d'activités. On a eu des pourparlers entre nous-mêmes activistes pour renforcer vraiment la compréhension de certains concepts. On a également eu des flash mobs. Également eu des flash mobs, également eu des sessions de plaidoyer avec les différents ministères. Donc, c'est beaucoup d'activités de plusieurs natures qui sont déclinées et qui sont vraiment mis en œuvre sur le terrain. Donc, je pense que j'ai réussi vraiment à répondre à quelques questions dans l'espace QR. J'ai laissé également mes contacts. On pourra continuer les échanges. On est vraiment dans un cadre d'apprentissage et de partage d'expérience. On est ouvert. On veut apprendre des autres et on peut aussi donner de ce qu'on a pu implémenter. Merci. OK. Merci beaucoup, Tenet. Et j'ai rebondi effectivement sur cette dernière phrase que vous pourrez discuter de façon bilatérale avec tous les présentateurs pour vraiment aller en détail sur la façon dont ces partenariats ont été construits et sont animés et sont vraiment développés pour atteindre les objectifs, les résultats convenus. Alors, je voudrais, il y a eu beaucoup de questions. Certains, on pourra vous répondre à ces questions-là via par Internet. On ne pourra pas les parcourir toutes au cours de ce webinaire. Malheureusement, on a déjà débordé beaucoup sur le temps. Vraiment, grand merci à la Fondation Hewlett qui, comme je l'ai dit au début, fait beaucoup dans la région pour faire avancer les droits et la santé sexuelle et reproductive, la planification familiale, à travers des appuis financiers et techniques multiformes, que ce soit vis-à-vis des organisations de la société civile au niveau communautaire, comme elle l'a dit. Donc, merci à la Fondation. Je pense qu'elle a annoncé des perspectives et un engagement assez fort pour pouvoir continuer à soutenir ces initiatives. Nous avons donc parlé de partenariat et vous avez pu constater l'intérêt, surtout pour nos pays qui ont des ressources limitées, de pouvoir développer et soutenir des partenariats dynamiques qui nous permettent justement de pouvoir bénéficier des avantages inhérents à ce type d'organisation. Je vais citer quelques-uns qui ressortent des différentes présentations qui ont été faites. C'est assez à tous les niveaux que c'est possible, impliquer les jeunes, travailler avec des coalitions et des collectifs d'organisations pour viser un objectif précis et surtout adresser les domaines les plus souffrants en matière de droits et de santé sexuelle et de la reproduction. On a parlé de leadership des gouvernements. C'est un élément important pour pouvoir essayer de coordonner tout là. Nous avons parlé de l'engagement de tous les acteurs. On ne peut pas construire de partenariat si les uns et les autres ne s'engagent pas fermement. Et cela permet de renforcer les synergies d'action, de renforcer, de mutualiser les ressources, les expertises, les expériences pour atteindre les objectifs. On a parlé de partage d'informations. Et tout à l'heure, Ginette vient de parler de la transparence. Tout ça, ce sont des avantages liés à la construction et au développement des partenariats pour essayer d'être le plus efficace et le plus efficient possible dans la mise en œuvre de nos différents programmes. Et bien sûr, il faut s'adapter au contexte. Et notamment, vous avez vu quelques exemples qui ont été cités par rapport à la façon dont on a pu s'adapter à la situation de la pandémie du COVID-19 pour essayer de mitiger l'impact négatif de ce genre d'urgence qui surviennent dans les pays.
Donc, vraiment, merci à Engender Health, merci à tous les participants, merci à tous les panélistes pour tous les efforts consentis pour l'organisation et les partages d'échanges au cours de ce webinaire. Je vais maintenant passer la parole à Nene Fofana, la directrice régionale de Engender Health, pour le mot de la fin. Nene. Bonjour Norbert, bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être venu sur ce panel aujourd'hui. Mais Norbert, je pense que tu as vraiment bien fait, non seulement le modérateur, comme je te connais, vraiment merci pour ça. Mais je voudrais passer la parole à une dame qui va nous permettre encore d'aller de l'avant de nos partenariats. Elle s'appelle Madame Baldé Rougui. Elle est la directrice du centre Audace dont on a parlé tout à l'heure. Janet y a fait allusion en parlant de Hewlett, qui sera une source de collaboration, de partenariat technique sur les questions de santé de la reproduction, y compris l'avortement, et qui sera une source de financement pour beaucoup d'organisations de la société civile. Alors, Rougui, si tu peux mettre ta vidéo, je te donne le temps de rapidement te présenter et de nous parler rapidement d'Audace, s'il te plaît. Merci beaucoup. Oui, allô, bonjour à tout le monde. Mais ici, je n'arrive pas justement à me mettre. Peut-être que vous devez me donner la permission aussi de pouvoir mettre la vidéo. D'accord, vas-y, commence déjà et dès que c'est bon. Merci beaucoup. Bonjour Néné et bonjour à toute l'équipe. Aussi, vraiment merci à Dr Coulibaly, avec qui j'ai eu l'occasion de discuter il y a quelques mois. Et donc, j'aimerais me présenter encore une fois comme étant la toute nouvelle directrice donc, du Centre Audace dont Jeannette a fait allusion. Donc, nous avons commencé normalement nos activités en avril 2021, donc nous sommes très jeunes. Donc, le Centre Audace, c'est vraiment le secrétariat pour le dialogue pour l'avortement sécurisé en Afrique francophone et nous couvrons les pays du partenariat de Ouagadougou plus la République démocratique du Congo pour le moment. Donc, comme Nene l'a déjà ainsi mentionné au départ, c'est que le rôle du centre, c'est de vraiment catalyser les actions en vue de mobiliser donc tous nos efforts pour pouvoir vraiment offrir des services de qualité en ce qui concerne l'avortement sécurisé. Donc, qui dit mutualisation des efforts, bien sûr, parle donc de partenariat. Et donc, dans ce cadre précis, nous allons vraiment travailler avec toutes les organisations de la société civile, toutes les parties prenantes, le gouvernement et aussi surtout les mouvements féministes. Parce qu'un autre volet aussi de notre mandat, c'est de vraiment pouvoir galvaniser et de pouvoir supporter les mouvements féministes dans la région francophone. Et donc, dans ce cadre, nous allons pouvoir vraiment faire le subgranting, c'est-à-dire que de pouvoir vraiment créer des partenariats solides et surtout durables pour que l'on puisse, et de manière très flexible, pour qu'on puisse vraiment supporter ces jeunes organisations, comme ça a été déjà dit par notre jeune présentatrice du Bénin. Et donc, dans ce cadre, jusqu'à date, nous sommes financés donc par Hewlett. Ensuite, nous avons reçu un autre financement de la Fédération internationale de la justice et par CAR. Et tout récemment, pendant le forum Génération Égalité, la République française, à travers le ministère des Affaires étrangères, aussi nous a fait comment dirais-je, nous a promis aussi un financement d'une hauteur de 5 millions d'euros. Donc, je pense que ceci pourrait aussi vraiment faire avancer la question de santé sexuelle et droit à la reproduction, mais encore plus se focaliser sur les services de l'avortement. Donc, merci beaucoup de m'avoir donné la parole et je compte vraiment travailler avec toute l'équipe et je suis très ravie de savoir qu'il y a déjà une plateforme sur laquelle je pourrais m'appuyer pour pouvoir vraiment atteindre mon mandat. Je vous remercie. Alors, moi, je repasse la parole à Norbert qui nous avait déjà permis de clôturer. Alors, merci à Rougui
Norbert, on est dans une collaboration, dans un partenariat depuis longtemps. Je pense que le partenariat de Ouagadougou devient une famille. Engender Health est très fier de faire partie de cette famille et nous sommes très fiers du travail également que nous arrivons à faire grâce à nos partenaires du collectif des activistes en Côte d'Ivoire, des jeunes au Bénin et de tous les partenaires avec lesquels nous travaillons, tels que le ministère de la Santé au Burkina et autres. Donc, grand merci à tous les panélistes qui ont pris de leur temps. Grand merci à tous ceux qui sont venus nous écouter. Et Norbert, merci encore pour ta modération. Merci beaucoup, Néné, pour ce mot de la fin. En tout cas, c'est un grand merci à tout le monde. Et c'est aussi ça le partenariat. Je vais demander juste une seconde pour que les gens puissent activer leur caméra, qu'on puisse prendre des vues pour, bien sûr, immortaliser cette activité. Donc, à tous, si vous pouvez activer vos caméras. Blandine, tu me dis si ça va, hein? Il y a M. Daoudou qui n'a pas encore activé sa caméra. Sinon, on est bon avec les autres. Daoudou? Oui, Norbert. Tu peux activer ta caméra? Je suis dans une situation où ça serait difficile. Je suis au centre de dépistage du test COVID. OK. Donc, c'est un peu compliqué. D'accord. OK. OK, donc on fait ça. C'est bon, Blandine? Oui, c'est bon. Merci à tous. Alors, merci vraiment à tout le monde. Bonne fin de semaine à toutes et à tous. Et vraiment, restons en réseau pour toujours continuer le renforcement de ces différents partenariats. Merci Bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci.